C'est votre nouveau rendez-vous culture média sur France Info dans l'info chez vous. Il est presque 11h40 et c'est avec Philippe Vandel. Bonjour. Bonjour Marie. Philippe, alors aujourd'hui pour votre première, c'est qui ? Alexandre Jardin, pour un roman qui s'appelle Frères. On l'entend tout de suite, il est là, Alexandre Jardin. On étrenne le studio, on étrenne cette partie, on étrenne beaucoup de choses. C'est les étrennes avant Noël. Tout et son contraire. C'est tout de suite avec Philippe Vandel, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre Jardin. Vous m'entendez ? Oui, j'entends. Il est à 1 mètre de moi, il m'entend pas. Vous êtes romancier depuis Bille en tête, prix du premier roman 86. Une vingtaine de romans, je vais citer Le Zèbre, Fanfan, qui sont devenus des films. Le Zèbre avec l'ermite, Fanfan avec Sophie Marceau, L'île des Gauchers, Le Petit Sauvage. Et puis, des récits autobiographiques. Le Zoubial, qui racontait votre père, le grand romancier et scénariste Pascal Jardin. Le roman des Jardins, plus noir. Le roman vrai, dans lequel vous faites des confidences parfois terribles sur vous. Votre actu, c'est ce roman... Non. Ce récit. Est-ce un roman ? C'est une polémique, on va en parler. Ce récit, ça s'appelle Frères, c'est publié par Albin Michel. Un récit, on voit 2 petits garçons, fille sur la jaquette. Devant, c'est flou, mais c'est vous. Au second plan, c'est net, c'est votre demi-frère Emmanuel. Vous dites que ce livre est, je vous cite, le secret le plus obscur de ma vie. Qui était Emmanuel ? Quelqu'un que j'ai pas su penser pendant 30 ans. Donc j'en ai jamais parlé pendant 30 ans, parce que je ne savais pas quoi penser. Parce qu'il y a 30 ans, il se met un coup de fusil dans la bouche, il s'exécute, et il part avec toutes les questions qu'il m'a posées par son comportement, parce que c'est quelqu'un qui sans cesse a affirmé la possibilité d'être lui-même, d'être soi. Alors, sans aucune forme de frein. C'est votre demi-frère, oui. Votre papa c'est Pascal Jardin, mais vous n'avez pas la même maman. Il avait 4 ans de plus que vous, il se suicide le 11 octobre 93. Vous avez quel âge à l'époque ? Lui à quel âge ? Vous avez quel âge ? 31, moi 27. Mais vous 27, mais déjà un romancier à succès, déjà une personne de l'édition, une personne du tout Paris, comme disait Françoise Giroud. Et que je vis avec culpabilité. Bien sûr. En face de lui. Lui extrêmement talentueux, mais qui ne réussit pas. Oui, ce qui est insupportable. Pour le frère que je suis. Ah, et pour lui ? Aussi. Il vous le dit, oui. Ou vous le découvrez ? Non, il me le dit parce qu'il me dit je t'aime, donc ça m'est insupportable. Et c'est pas quelqu'un qui a la moindre forme de frein. Quand il rencontre une fille à Athènes, il revient, il dit je l'aime. Tout de suite, il l'épouse. Quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Il y a d'autres gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui sont mariés sur un coup de tête, sur un coup de cœur, sur un coup de foudre. Mais il faut raconter le mariage. Parce que mariage flamboyant, vous faites partie d'une grande famille. Non, mais surtout à 7h du matin, il m'appelle le jour du mariage et il me dit je le sens pas. Alors que les invités sont là. Oui, arrivé. On va dire, le traiteur a été commandé. Fait tout, la maison est... Et je lui dis, mais ils arrivent à midi, qu'est-ce que... tu annules ? Il me dit, oui, j'annule. Il me dit, je dis quoi aux gens ? Il me dit, merde, j'avais pas pensé à ça. Tu vas dire que... Et il me dit, ça sera un déjeuner de fiançailles. Je dis, mais la mariée, elle a envie d'être une fiancée. Ouais. Ils arrivent, et du coup, les gens arrivent pour un mariage, ça devient un déjeuner de fiançailles. C'est charmant, très étrange, parce qu'on ne sait plus ce qu'on vit. Et le lendemain matin, il me rappelle à 7h, et il me dit, c'est magnifique, je l'épouse. Et il l'a épousée. Et il l'épouse. Elle a dit oui. Auparavant, c'était un personnage quand même extrêmement joyeux, solaire, et parfois sombre. Il y a quelque chose qui est ambivalent. Par exemple, vous dites... C'est pas qu'il était libre, c'est qu'il était la liberté même. Voilà ce que vous écrivez. C'est même pas l'adjectif, c'est le substantif. Et c'est fascinant et terrifiant. Ah bah, l'exemple le plus frappant, la mort de votre papa et la relation qui démarre. Moi, je suis au plus mal, j'ai 15 ans. Lui en a 18 et je le découvre pimpant, très rapidement. Et voire lumineux. Et je découvre qu'il a sauté dans le lit de la dernière compagne de notre père. Et je vais le voir et je lui dis ce que je peux... Attendez, il a fait plus que sauter dans le lit. Là, on a l'impression qu'elle n'est pas consentante. Ils ont une relation. Oui, ils ont une relation. Et je vais le voir et je lui dis, mais tu peux pas faire ça. C'est un one-way ticket. On revient pas. C'est monstrueusement dangereux. Et il me dit, non, c'est très dangereux. C'est pour ça que c'est bon. Il le dit par provocation ou c'est ce qu'il pense ? Non. Je précise que lui a 18 ans, elle a 35 ans à l'époque. Oui. Il vit dans l'appartement, ce que vous racontez, et ils font des dîners mondains comme s'il avait pris la place du père. Et justement, je lui dis, tu peux pas. Je lui dis, tu peux pas faire jouir la femme de papa. Vous employez le mot ? Oui. Et parce que nos rapports étaient comme ça. Quand on était juste ensemble. Et il me dit, mais c'est ça qui est bon. Et je lui dis, mais elle te voit pas, elle est malheureuse. Vous êtes malheureux, vous faites n'importe quoi.
elle te voit pas. Il me dit, c'est ça qui est bon. C'est-à-dire qu'il me pose sans cesse la question, est-ce qu'on peut accéder à son désir? Est-ce que c'est une folie? Est-ce qu'on en meurt? Est-ce qu'on peut vivre dans cette dimension d'accès à ses désirs? Et lui répond. Sujet extrêmement délicat, j'en parlerai pas si vous n'en parliez pas dans ce livre. Mais un secret terrible, zone d'ombre. J'en parlerai pas. Et j'en parlerai pas pour une raison simple. Oui. C'est que c'est fait pour la littérature. C'est fait pour l'écrit. C'est pas fait pour être dit. C'est fait pour être lu? Oui. Alors je vais le lire. Non. C'est fait pour l'intimité. Alors je vais le dire. Il y a une scène d'inceste. Il a 10 ans, vous avez 7 ans. J'en dirai pas plus. Ça vous va? Il y a des choses qui sont faites pour être dites au niveau de la littérature. Parce que le mot imprimé, c'est autre chose qu'un plateau télé. C'est une autre dimension. Et c'est pas la dimension centrale du livre. Ça fait partie des dérapages extraordinaires de la vie d'un homme qui finit par se tuer à 31 ans. Je suis d'accord et je respecte. À vous lire, l'enfance d'Emmanuel est un calvaire. Je vais le résumer grossièrement. La semaine, il est en pension dans un collège très strict, voire une prison, pour pas dire militaire, où il subissait des brimades. Le week-end, quand il revenait à la maison, il devait subir les humiliations de sa mère. Il y a une scène terrible, raconter l'épisode du nez. Parce que même à lire, c'est très douloureux. Et à écrire. Et écrire aussi. Et à vivre. Ah si, vous étiez là. Oui, vous étiez là. Évidemment, je suis là. Ce qui se passe. Je découvre, parce que je suis enfant, je découvre un niveau de violence et de moque de mon frère qui est intolérable pour l'enfant que je suis. Par sa mère, par la mère, c'est ça qui est dingue. Normalement, on parle beaucoup en ce moment de harcèlement, c'est les petits camarades. Là, c'est la maman. Oui, mais ce livre, pourquoi je mets 30 ans à l'écrire? C'est parce que pendant des années, je porte des jugements. Et à un moment, je vois bien aussi que les êtres humains vivent ce qu'ils peuvent vivre. Mais là, Alexandre Jardin, vous faites des phrases générales, et je comprends votre pudeur. Je vais dire ce que vous écrivez. Mais comme il est laid, s'exclame à nouveau sa génitrice, donc la maman qui s'acharne, comme si le tarbouille, c'est-à-dire le nez de son fils, délicieux au demeurant, était bien cocasse. Elle se moque du nez de son enfant en public. On voit l'image d'ailleurs, on le voit, c'est lui qui est derrière au second plan. Il est ravissant, son nez, il est absolument normal. Jardin écrit, Alexandre, je n'ai encore jamais vu pareille attaque de son propre enfant en public, un mesclin de saloperie. Son rire est un venin distillé, dynamitage de la confiance d'Emmanuel, démolition jouissive de son moi. C'est fait pour l'écrit. Cette intensité-là, pour moi, appartient à l'écrit. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il va vouloir se faire refaire le nez pour avoir le mien. Et je lui dis, tu vas pas réussir à monter tes films parce que tu auras monté. Et il éclate de rire. Il me dit, bien sûr que non. Et je vais quand même le faire. Et donc, je me pose toutes les questions. Est-ce que c'est de la folie? Est-ce qu'il est fou de douleur? Ce qui est autre chose. Et un jour, il vous explique, il dit, moi, je ne suis pas né. C'est une telle puissance de dire ça. Tout le monde naît. Et il a le sentiment de ne pas être né. On parle du nez. C'est évidemment ce qui m'a frappé. Je me dis, c'est lacanien. Il n'est pas né, il n'est pas né. Et pour moi, l'énorme triomphe, c'est aujourd'hui de lui redonner la vie. Mais avec une immense dose, je vais dire si elle a disparu, mais qui sourd dans toutes ces pages, dose de culpabilité. Oui. Parce qu'il y a un événement terrible dont vous parlez, il fait une tentative de suicide, il se pend, il se rate, et vous allez le chercher à Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique. Ouais. Racontez la suite. Et je ne prends pas la décision d'intervenir juridiquement pour le faire interner. Parce que les médecins vous posent la question. Non, ils ne veulent pas. Je tombe sur des dingues. Ils veulent pas quoi? Ils ne veulent pas le garder. Ils veulent pas le garder. Et ils vous posent la question, qu'allez-vous en faire? Mais moi, je ne prends pas la décision de le protéger. Mais pourquoi ça aurait été à vous? Déjà, pourquoi c'est pas à sa mère de s'en occuper? Parce qu'on est responsable des êtres que l'on aime. Non, mais pourquoi c'est vous qui étiez à Sainte-Anne ce jour-là? Est-ce qu'il m'appelle? Et pourquoi vous ne appelez pas sa mère en disant, écoute, il y a un énorme problème avec Emmanuel, il y a une décision... Parce que je sais qu'elle ne le protégera pas. Je suis pas en train de vous rajouter des remords. Non, mais parce que je sais... Mais à un moment, on vit dans une société où tout le monde se déculpabilise de tout. Je suis pas d'accord. Et j'écris le livre aussi pour
pour assumer une part de culpabilité. C'est très important. Sinon, on va vivre dans un monde où plus personne n'est responsable de rien. Quand on fait quelque chose de grave, on le fait. Et on en est coupable. Là, on est en 93. J'entérine la demande de sortie des blouses blanches au diagnostic vacillant, peu clair, que je sens teinté de l'idéologie « on n'enferme plus ». C'est ça la modernité pardie, le refus d'une, vous citez avec des guillemets, la société capitaliste enfermante. Les médecins n'osent plus enfermer, ce qui était la doxa de l'époque, qui est encore la doxa d'aujourd'hui. Et vous dites que C'est une forme de délire. Et vous dites que c'est une forme de délire. Parce que c'est non protecteur. C'est monstrueusement non protecteur. Mais sauf qu'à 27 ans, j'ai beau être le petit frère, je n'ai pas beaucoup de bouteilles, mais je suis conscient que je ne prends pas la décision. Et quand 10 jours après, d'ailleurs, je fuis. Je me barre à l'autre bout du monde, sous nos pieds. J'étais à 20 000 kilomètres. Il y a une polémique avec la famille. Ce qui est très frappant, il n'y a pas écrit roman, donc on peut penser que c'est un récit. Toutefois, vous écrivez en exergue, Alexandre Jardin, faut que je retrouve le passage. Mon regard n'est pas la réalité, seulement la vision de l'enfant que j'ai été. Mais il y a une polémique. Le Parisien y a consacré un papier, c'était le 9 septembre dernier. La maman d'Emmanuel a pris la parole, elle s'appelle Claudine, elle est toujours vivante, elle a 88 ans. Elle nie votre version des faits. Elle dit qu'Emmanuel était aimé et n'était pas elle-même la sadique que vous décrivez. Elle cite des lettres. Que lui répondez-vous? Et que répondez-vous à cette partie de votre famille qui dit « Alexandre invente » ? Il n'y a rien qui me rend plus heureux que de voir qu'on parle d'Emmanuel. Oui, mais non. En mal. Non, on en parle. On n'en parlait pas pendant 30 ans. Et on en parle, c'est ça qui me bouleverse. Oui, mais si on en parle avec des choses fausses, par exemple, vous citez un exemple. Ça m'est complètement égal. Non, mais il est évident que lorsqu'il y a des suicides dans une famille, on a des familles gravement dysfonctionnelles. Ouais. Très gravement. Là-dessus, on est d'accord. Donc, mais quand vous racontez qu'il se tire un coup de carabine au fond du jardin, on revient au lacanien, le fond du jardin, on voit ce que ça veut dire, au bout du jardin, comme vous dites, la famille dit non, c'était en forêt de Rambouillet. Oui, c'est vrai. Pourquoi déplacer cet endroit dans cette maison-là, d'autant que vous racontez un épisode dans lequel vous escaladez une clôture... Je me suis trompé. À l'époque, parce que je pensais que c'était dans le jardin, c'est 30 mètres derrière. Parce que la forêt est limitrophe. Mais il va se tuer chez sa mère. Mais l'impensable dans une famille, ça met 30 ans. Tous les gens qui ont des suicides, ils mettent combien de temps avant de penser ça? Et ce qui, moi, m'émeut et me bouleverse, c'est que tout simplement, on recommence chez les miens à reparler de lui. Et c'est ça l'objectif du livre. Il faut dire. C'est qu'il existe à nouveau. C'est qu'il renaît. Si l'entretien s'arrêtait là, on a du temps sur France Info et c'est tant mieux, on pourrait imaginer que ce livre est sombre. Or, il est gai, il est ouvert, et vous racontiez votre nouvelle vie. Et il faut dire un mot de votre femme-vie, dont vous aviez parlé dans le précédent livre. Ça m'a vraiment étonné. Je vais résumer à grands traits ce qui vous est arrivé, Alexandre Jardin, pendant le confinement. Vous rencontrez une femme qui habite au Canada. Vous conversez des heures et des heures par WhatsApp, 600 messages par jour, racontez-vous, 4 heures par jour au téléphone. Vous décidez de faire votre vie avec elle. Vous allez à l'hôpital Pompidou. Vous avez pris une immense décision. Racontez la décision et l'avez-vous faite? Oui. À côté. Ouais. En fait, on a tout fait avant. Je me suis fait faire une vasectomie. Parce qu'on ne voulait pas d'enfants. Et puis, je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai dit la vérité, que je voulais une maison pour une femme que je n'avais jamais vue et on a acheté notre maison avant de se voir. Est-ce que vous avez fait ça si vous n'aviez pas connu Emmanuel? Je me suis dit, en lisant ce livre, quand Alexandre a fait ça, c'est du Emmanuel tout craché. Mais on est le revers de la même médaille. C'est tout le drame. C'est que lui, à un moment, part dans le sombre et qu'aujourd'hui, je pars dans la lumière avec cette femme. Vous habitez à Narbonne, dans la nouvelle maison ou pas? Entre Toronto et cette maison qui a été créée alors qu'on ne s'était jamais vu et qu'elle a meublé en achetant tous les meubles sur le Bon Coin pour une vie avec un homme qu'elle n'avait jamais vu dans une maison qu'elle n'avait jamais vue. Dernière question pour terminer. Tout ce que vous racontez là-dedans est authentique? Non, il y a un chapitre que j'ai offert à Emmanuel. Lequel? Le squelette. Ah, voilà, je me suis dit, c'est pas possible. J'allais en parler. Vous n'avez pas sorti le squelette de Chateaubriand de son tombeau. Mais non, mais on a tellement ri. Ce type est fou. On a tellement ri. Parce que
Pourquoi il est impensable? Parce qu'il est drôlissime. Et je me suis dit, tiens, Emmanuel, je t'offre le chapitre qu'on aurait dû vivre. Il manque quelque chose dans ce livre, mais ça va être l'objet, je pense, vous allez le faire. Vous dites qu'il avait extrêmement de talent, il écrivait des poèmes splendides, on les voit pas, on les lit pas, on va les lire un jour. Maintenant que le livre est un succès, il y aura un éditeur. Merci. Et on pourra lire sa poésie. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. C'était une première. J'en suis ravi. Frère, c'est publié chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous sur France Info, canal 27 de la TNT. Merci. Et merci à tous les deux. Ça s'est bien passé, cette première. C'est pas à moi de le dire. Hein? Ça a été pour vous, Alexandre? C'est au niveau où je rêve. C'est-à-dire où on n'est plus des rôles. Alors, tout et son contraire, c'est tous les jours. Rendez-vous pris 11h40. Demain, c'est qui? Thierry Ardisson. J'avais toute la semaine en tête. Thierry Ardisson, Raphaël Antoven et Isabelle Iturburu. Eh ben, c'est un beau programme. Vous avez rendez-vous maintenant dans Tout et son contraire, 11h40. Tout de suite, c'est Émilie Tranen-Guyenne pour l'info, pour 13 infos. On va reparler de la vaccination.